Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce politique, le débat consacré à l'AES, Alliance des États du Sahel, qui est un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre 2023. L'Alliance a été créée pour aider à contrer d'éventuelles menaces de rébellion armée ou d'expression ou d'agression extérieure, en soulignant toutefois que toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties. 2 mois après, mesdames, messieurs, après sa création, quel regard objectif porté sur cette alliance, surtout quel avenir pour l'alliance quand on sait qu'elle est le fait de 3 régimes d'exception, d'où notre titre de ce soir, l'AES, force et faiblesse. Et pour en parler ce soir, mesdames, messieurs, nous sommes avec l'honorable Daouda Moussa Koné, vice-président du parti URD. Honorable Koné, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs de Africable. Merci beaucoup. De l'intérieur comme de la diaspora. Merci. Notre second invité est le docteur Alidi Agali Ouele, vice-président du parti BRDM, bloc pour le redressement et le développement du Mali. Docteur Ouele, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un grand plaisir. Merci. Nous sommes également en compagnie du docteur Ali Tunkara, directeur de CE3S, et comprenons par CE3S, Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Docteur Tunkara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Lissa, merci pour l'invitation. Et merci à vous de l'avoir accepté. Le plaisir est partagé. Merci. Nous sommes enfin, mesdames, messieurs, avec M. Moussa Djiré, président de Iroua 223. M. Djiré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Bonsoir à mes co-débatteurs et à l'ensemble du peuple malien. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, honorable Koné, quand on regarde le contexte de la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, alors on est à un moment donné où il y a au Mali un régime d'exception, au Burkina un régime d'exception et des militaires s'emparaient du pouvoir au Niger. La CEDEAO menaçait d'intervenir militairement au Niger pour libérer le président Bazoum et le rétablir. Et à partir de là, soudain, on apprend un communiqué conjoint du Mali et du Burkina Faso, comme quoi, alors, ils soutiennent la transition au Niger, et toute attaque contre un de ces seuls pays-là est considérée comme une attaque contre tous les 3 pays et en même temps. Est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas dire que l'AES est né d'un projet qui n'était pas mûri? Si oui, que faut-il craindre avec un tel projet qui engage quand même la vie des 3 États? Merci pour la question, M. Dissa. L'AES, même si l'Alliance est née dans ce contexte-là, moi je salue sa création. D'accord. On dit souvent en français qu'à quelque chose malheur est bon peut-être. Les États africains balkanisés, les micro-États africains, aucun de ces États n'en sont salués seuls. Il faut que les États se mettent ensemble. Et donc, s'il y a des contextes, des événements à tort ou à raison qui anticipent, qui boostent la création de ces alliances-là, c'est une très très bonne chose. Il faudra noter qu'à partir de septembre, l'AES est née. À tort ou à raison, l'AES aurait contribué à ce qu'ils avaient mis l'épée de Damoclès sur le peuple Niger, aurait eu quelques raisons de reculer. Il faudrait noter que l'AES a fait en sorte que les pays qui sont dans ce contexte-là, y compris la Guinée, le Mali et le Burkina, il ne faut pas, si on laisse la CEDEAO et autres agresseurs s'attaquer au Niger après l'embargo inhumain, y compris sur les médicaments et les denrées alimentaires, y compris sur les biens
concernant l'énergie, un embargo de ce genre, c'était carrément pour détruire le peuple nigérien. À ce stade-là, si une organisation telle que la CEDEAO arrive à prendre des décisions de ce genre-là, il s'agit de s'organiser et de montrer aussi les muscles et de contrer avec la force, la menace forte. D'où la mise en place de l'AES. Ça a été une très bonne chose. Maintenant, il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin. Il s'agit de faire en sorte que cette AES-là, qui vient déjà s'ajouter à l'autorité de l'Iptako Gourmand, qui est en place depuis 1970 et qui n'a pas beaucoup bougé, ces États-là ont l'opportunité de se mettre ensemble aujourd'hui pour organiser et pour s'assurer qu'il y a beaucoup de potentiel. L'AES, c'est 3 États. L'AES, c'est 71 millions d'habitants, 400 000. L'AES, c'est plus de... Pardon. L'AES, c'est plus de 80% du territoire de l'UEMOA. Plus de 80% du territoire de l'UEMOA. 2,78 millions de kilomètres carrés. L'AES, c'est 53% de l'espace CEDEAO. L'espace UEMOA fait 3 500 km². L'espace CEDEAO fait 5,2 millions de kilomètres carrés. Et l'AES fait 80% du territoire de l'UEMOA et 53% du territoire de la CEDEAO. L'AES fait 51% de la population de l'UEMOA. 51% de la population de l'UEMOA, avec 71,4 millions d'habitants. L'AES aussi fait 17% de la population de la CEDEAO. Côté économie, l'AES est relativement faible, parce qu'on ne fait que 7% du PIB. Mais nous comptons pour 32% des importations de l'UEMOA et autant pour les exportations. Ça veut dire quoi? Ces 3 pays ensemble, quand on les met ensemble déjà, automatiquement ils deviennent la première force économique de l'UEMOA. D'accord, on aura certainement le temps de parler de forces et de faiblesses. Exactement. Donc ceci sont des potentialités qu'on n'aurait pas mis ensemble seuls. Dès qu'on se met ensemble à 3, tout ce potentiel-là s'offre à nous. S'il y a une opportunité telle que la menace d'agression sur le Niger qui est suscité cela, c'est une très bonne chose. D'accord. Alors docteur Wele, votre regard en général sur l'AES qu'on voit quand même créer d'une manière précipitée, et comme on le dit, quand on est pressé, est-ce qu'on ne laisse pas tomber des choses derrière? Est-ce qu'il ne faut pas craindre des choses de plus ou moins tard? Merci beaucoup. Et d'abord, je dirais l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est une opportunité, une grande opportunité pour les 3 pays. Et une opportunité en fait qui est venue au bon moment, et qui est le fruit vraiment d'une expression d'un constat réel des besoins du terrain. Parce que le constat est évident et ces 3 pays sont dans les mêmes conditions. Ils vivent les mêmes réalités, les mêmes contextes politiques et culturels, socio-économiques, bref. Et ils ont plus de choses en commun. Et il y a des moments, les populations sont obligées de se donner la main. Et c'est vrai, et ça donne l'impression d'être précipité. Mais ils ont réagi parce qu'il y avait un besoin qui était imminent. Un besoin qui était là où il fallait juste, la demande était là. Il fallait juste se donner la main pour avoir une réponse rigoureuse. Et la preuve, la menace qui planait sur le Niger, c'est avec l'AES qu'on a pu vraiment résoudre le problème. Parce que la menace a été prise au sérieux et le Mali a réagi ainsi que le Burkina. Et on a pris ça au sérieux et c'est ce qui a fait qu'il y ait du recul. Et ces menaces ne pouvaient pas aller loin parce que nous sommes déjà en guerre. Et la triste réalité, c'est vrai que la CEDEAO avait menacé, mais ce n'est pas des gens qui sont vraiment prêts pour la guerre. Ils n'étaient pas prêts pour aller au front. Et nous sommes déjà sur le front. Et nous avons nos réalités, nous sommes obligés d'aller par rapport à la reconquête de notre territoire. Et voilà le résultat, le Mali. Et c'est vrai qu'il y a des inquiétudes par rapport à tout ce qui se passe, mais quand on regarde la réalité du terrain, ces 3 pays ont plus de chances de réussir dans ces réalités. Et c'est vrai que c'est des régimes militaires, et je ne vois pas de différence entre les régimes militaires et les régimes démocratiquement élus.
Et c'est souvent la confusion, parce que les régimes démocratiquement élus que nous avons aujourd'hui dans la sous-région, je ne pense pas qu'ils sont forcément meilleurs par rapport à ces régimes. C'est vrai qu'ils n'ont pas plus de temps à la date d'aujourd'hui pour pouvoir mener à bien leur vision, mais au fil du temps, nous découvrons que c'est des pays qui ont plus de chances d'émerger. Et parce que ce qui est en train de se dessiner, vous allez voir, les 5 ans, les 10 ans, les pays supposés être de l'autre côté, c'est eux qui vont souffrir. Et déjà, les pays qui étaient sous, comme on dit, qui pilotaient la CEDEAO, et notre, comme on dit, colon, en fait, la France, aujourd'hui est dans les sales draps. Et ça, c'est une triste réalité sur le plan économique, parce que la France est en train de s'écrouler. Parce qu'elle vit de nos différents pays, et c'est la triste réalité, avec les différentes dispositions prises par les différents pays aujourd'hui, la France souffre énormément. Et la France est dans un état de détresse. Et c'est vrai que les jours à venir, les mois à venir, les gens vont sentir plus les effets. Et déjà au sein de l'Union européenne, les dispositions sont même prises pour aller au secours de cette France. Et ce qui montre tout simplement, ils utilisaient nos différents pays pour s'enrichir, pour se développer. Et c'est cette réalité, cette triste réalité, donc ils étaient un facteur bloquant pour notre relance économique. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était dans leur stratégie. Et aujourd'hui, nous avons des hommes, des militaires visionnaires, il faut l'admettre, et des militaires qui ont décidé de libérer les différents pays et d'aller sur des bases solides. Et si vous avez observé ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a plus de rencontres dans le cadre de l'AES. Et nous avons plus de chances d'aller plus vite par rapport à la concrétisation de certaines réalités, de certaines bases économiques. Parce qu'on a conscience des priorités. Et si on ne s'organise pas, il sera très difficile pour que les 3 pays vraiment puissent sortir des différentes crises que nous avons. Et c'est vrai que les ressources sont rares. C'est vrai, et c'est partout, même ceux qui sont supposés avoir des ressources. Les mecs et ressources que nous avons, nous pouvons les valoriser. Nous pouvons les utiliser à maximum. Et nous avons plus de chances d'opportunités d'aller à échelle à la production. Et nous avons plus d'opportunités que certains pays. Nous avons plus de marge de développement. Il faudra juste qu'on se mette ensemble et qu'on mutualise nos différentes forces, et c'est ce qui est en train d'être fait dans les différents compartiments. D'accord. Docteur Tunkara, d'autres vous diront que ce fut un sauve-qui-peut qui a vu l'AES naître et du coup craignent des trahisons au sein comment dire, au sein du triangle. Et vous, quelle lecture faites-vous en fait sur la création même de l'AES et quel regard avez-vous, quel regard général avez-vous sur l'Alliance avant qu'on entre dans les forces et les faiblesses? Merci Dissa pour la question. Je pense que je vais plutôt avancer des hypothèses qui pourraient permettre à nos auditeurs et téléspectateurs de se situer. Alors c'est vrai que le contexte a été rappelé par Honorable Koné, mais ce qui est important pour nos téléspectateurs, l'Alliance n'est pas quand même nouvelle dans cette ambition qu'a le Sahel de se réunir ou de mutualiser les efforts dans le cadre de la lutte contre toutes ces menaces que le Sahel connaît, notamment le terrorisme, les conflits locaux. Pour rappel, on a quand même le G5 Sahel qui date de 2014, sans occulter également l'initiative d'Accra qui date de 2017. On en parle moins ici, mais quand vous êtes un peu dans le pays côtier comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, même justement le Ghana, l'initiative d'Accra également avait la même ambition. Mais la première peut-être rapidement pour répondre à la question contextuelle de cette création. Du point de vue analytique, on peut être tenté de dire que l'Alliance serait créée dans un premier temps, au-delà de son efficacité pertinente dont on pourrait en parler, pour se prémunir de possibles bouleversements, certes qui étaient dirigés contre le Niger, mais lequel bouleversement de la part de l'institution sous-régionale, notamment la CEDEAO, pourrait également à son tour concernant le Mali, de même le Burkina Faso. Donc je pense qu'on était plus dans une logique justement à comment se prémunir d'une éventuelle intervention militaire de la part de la CEDEAO afin de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. La deuxième hypothèse de sa création, on pourrait avancer ces besoins, certes ils n'avaient pas été porté publiquement de mutualiser les efforts en termes de réponse militaire. Pour rappel,
jusqu'à l'arrivée du président Traoré au Burkina Faso, les militaires burkinabés dans les parties frontalières du Mali avaient carrément déserté. Il y avait quelques poches de la gendarmerie burkinabé qu'on observait dans toutes les parties, si vous êtes un peu vers Mondoro, Haïré, effectivement. Donc le Mali et le Burkina n'étaient plus dans les actions communes au niveau des frontières. De même également, lorsque la bourre diplomatique entre Bamako et Paris est née, Niamey a clairement choisi côté Paris. Donc cela également a interrompu les actions militaires conjointes entre le Mali et le Niger dans les parties dites de l'Iptako-Gourma. Donc pour dire que il y avait justement ces actions isolées qui étaient conduites ça et là par les différents États. Donc avec l'Alliance, beaucoup d'analystes vous diraient que l'Alliance serait née dans ces besoins, même si ces besoins avaient été davantage soutenus par la première hypothèse, de mutualiser les efforts, mais surtout d'aller vers un commandement commun. C'est une des particularités quand même de l'Alliance dont on n'a pas suffisamment évoqué ici. C'est le fait que d'emblée de sa création, non seulement elle s'inscrit dans la défense, mais elle est aussi quand même, dans, si vous voulez, au-delà de la défense, dans les actions de développement. Il n'y a pas que l'aspect de défense, mais il y a l'aspect entre-aide. Donc pour dire que on a vu, même si l'État du Mali n'a pas suffisamment communiqué, lorsque l'armée malienne vient d'entrer récemment à Kidal, certaines informations feraient état que des soutiens ponctuels seraient apportés par les deux autres pays, ce qui est prévu justement par l'Alliance. De même également, on a vu aujourd'hui, si vous échangez avec la hiérarchie militaire, des militaires maliens peuvent passer la nuit sur des territoires burkinabés et vice-versa. Donc pour dire qu'il y a non seulement cette reprise en termes d'action commune à travers l'Alliance du point de vue militaire, mais dans le même temps, ça a aussi, en tout cas, permis de jeter les bases d'un possible commandement commun dans le Liptako-Gourma. Donc, derrière l'hypothèse, je pense que l'Alliance, ça va être une des faiblesses dont on va évoquer. Elle ne serait quand même pas différente quand on regarde le sort qu'a connu le G5 Sahel, le sort qu'a connu l'initiative Dakar, le sort même qu'a connu l'autorité Liptako-Gourma. Le fait d'emblée d'affirmer sa souveraineté en termes de financement, de ne pas être ouverte à des financements extérieurs, quand on l'analyse avec la fibre patriotique, c'est à saluer. Mais la guerre coûte cher quand même. Et engager par exemple une journée d'action conjointe dans la partie Liptako-Gourma coûte en moyenne 1 milliard de francs CFA par jour, je dis minimum. Donc vous voyez que l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne se mettent ensemble, aller à l'encontre de la nébulée terroriste, en moyenne ça coûte 1 milliard par jour. Donc pour dire que au-delà de la volonté affichée par les trois États de se soustraire de ces dictats financiers de la part des États économiquement avancés, c'est aussi une des hypothèses qui pousserait certains à dire que, bon, le fait que aujourd'hui la force conjointe du G5 Sahel, l'initiative Dakar, l'autorité du Liptako-Gourma, même la force en attente de l'Union africaine, sont entre autres des initiatives certes qui ont été saluées dans le temps, mais malheureusement qui peinent à combler les attentes dont les communautés majoritairement rurales ont vis-à-vis de l'offre de la demande de sécurité. Donc l'Alliance aussi à son tour pourrait être vite à ces difficultés dont on pourrait développer. D'accord. Monsieur Djiré, votre regard général sur l'Alliance? Merci beaucoup, Monsieur Dissa, pour la question. En fait, je ne vais pas innover de ce qui a été dit sur ce plateau. Je vous ramène quelques années en arrière. Mahamadou Issoufou, Ibrahim Boubacar Keïta, Roch-Marc Christian Kaboré. On est bien dans le G5 Sahel et le triste sommet de Pau où on nous appelle à venir clarifier notre position vis-à-vis de nos besoins sécuritaires avec le partenaire que nous avions. Aujourd'hui, nous avons 3 autres dirigeants, le général Tchiani, Traoré et le président Assimi Goïta. Donc, en fait, il n'y a que la Mauritanie et le Tchad qui manquent, mais l'AES, c'est le G5 Sahel qui devient un G3 Sahel. D'accord. Et dans le G5 Sahel, il y avait déjà cette question de force conjointe qui a connu d'énormes difficultés de financement. Le docteur Tunkara le sait mieux que moi. Il y a eu des bailleurs qui ont été approchés des 4 coins du monde, mais ils n'y voyaient pas forcément leur intérêt économiquement, si ce n'est la migration, de miser sur la sécurité au Sahel. Mais ces 3 pays partagent les mêmes défis.
quand on regarde la menace sécuritaire, je me rappelle des attaques terroristes au Burkina, les attaques terroristes au Niger, un peu moins, mais ça se faisait aussi, les attaques terroristes au Mali. Le terrorisme a été importé dans cette zone de par la guerre en Libye. Et cette crise sécuritaire, en fait, nous amène à créer une ceinture de solidarité entre nos États. Et l'AES est cette ceinture de solidarité. C'est une réponse d'abord militaire. Aujourd'hui, on reçoit il y a peu la visite du général Tiani. C'est sa première visite officielle. Le 31 juillet, le Mali a été le premier pays à se solidariser du coup de force qui mettait Bazoum aux arrêts. Donc il va ensuite au Burkina Faso, deux pays qui font avec lui l'AES. Mais le Mali venait de vivre le 14 novembre, une journée historique où depuis 11 ans on n'avait pas mis pied à Kidal. Donc cette visite de travail et d'amitié, on peut le dire, renforce une coopération sécuritaire et militaire. Parce que dans cette zone dont on parle, la zone des 3 frontières, qui est plus grande que certains pays, c'est le nid où les terroristes vont aller se cacher. S'ils désertent Kidal, la région de Kidal où il n'y a pas de combat, s'ils désertent les autres régions, ils vont aller là-bas s'organiser, mener de temps en temps des attaques au Niger, des attaques au Burkina ou des attaques au Mali. Et nous avons aujourd'hui des vecteurs aériens qui nous permettent, je pense, de localiser ces nids terroristes et de leur rendre la vie difficile. Donc le regard que j'ai sur tout ça est d'abord sur le plan sécuritaire, un regard de réponse à l'insécurité. Transformer l'insécurité par la prospérité. C'est difficile sur le plan économique, mais c'est d'abord ça. Ensuite, sur le plan diplomatique, on se rappelle des 3 ministres des Affaires étrangères qui mettent en place une belle convention, une belle lecture par son Excellence Abdoulaye Diop, où voilà, on comprend que c'est aussi une zone de coopération et d'intégration. C'est l'esprit de la CEDEAO à la base. C'est ce qui se fait au sein de l'AES. Et la CEDEAO s'est trompée d'approche. Elle s'est plusieurs fois trompée d'approche. Elle s'est trompée d'approche quand il y a eu le coup d'État au Mali par un embargo asphyxiant et qui était inutile. Et elle s'est trompée quand d'autres pays ont connu leur période d'instabilité. Et elle a aujourd'hui cette image de club des chefs d'État qui est même ballonnée et qui n'arrive plus à répondre aux problèmes de nos sociétés. Donc d'autres organisations vont naître et peut-être que d'autres pays vont rejoindre ces organisations. Et la troisième réponse, en plus du plan diplomatique et du plan sécuritaire, va forcément être le plan économique. L'embargo, les menaces de la CEDEAO, les différents chantages des différents sommets créent des situations que nos dirigeants sont obligés d'anticiper. Et je pense que l'AES a eu en plus récemment au Mali une rencontre des différents groupes d'experts. On parle d'appui au secteur privé, on parle de banques d'investissement, on parle de beaucoup de choses, même de monnaie. Il y a des choses qui peuvent être faites. Ce sont 3 pays pauvres, très pauvres, mais avec d'énormes potentialités. D'accord. Alors, honorable Koné, hein, à la lumière de ce premier tour de table, je retiens que l'AES est à la fois nécessaire et très utile. Parlons maintenant des forces réelles de l'AES, notamment sur le plan économique. Vous aviez commencé en fait à nous parler des chiffres: 80% du territoire de l'UEMOA, 53% de celui de la CEDEAO, 51% de la population générale de l'UEMOA, je crois 13 ou 17% de la population générale de la CEDEAO. En même temps, il y a Dr Ali Tunkara quand même qui a soulevé tout de suite un point qui a retenu notre attention, c'est que par exemple, une opération militaire conjointe d'une seule journée coûterait quand même aux trois armées l'équivalent des milliards. Avons-nous autant de force pour pouvoir être seule entité, justement AES, à faire face aux défis qui se posent présentement? Merci pour la question, M. Dissa. Mais avant de répondre, il y a un bout de la première question que je n'avais pas touché. Effectivement, les forces. Les forces, c'est-à-dire que vous avez ajouté tantôt que c'est une alliance mise en place par 3 régimes d'exception. Oui. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse? Est-ce que cet aspect n'est pas à interroger? Cet aspect ne m'inquiète pas outre mesure, dans la mesure où les régimes passent, mais les États restent. Les alliances, les accords internationaux, ça engage les États.
les États, quand l'État est engagé, c'est une continuité. Et il y a des dispositions constitutionnelles qui garantissent cela. Quand on fait un recul en arrière, l'autorité du dictateur Gourma a été mise en place en 70, il y avait des régimes d'exception. La CEDEAO a été mise en place en 75, 73, 75, il y avait des régimes d'exception, mais ça continue. Mais donc, quand on prend des engagements comme cela, ça engage les États. Et donc, de ce point de vue-là, si c'est une bonne chose pour booster le développement du pays, c'est forcément endossé et c'est forcément, ça devient un engagement continu de l'État. Maintenant, pour revenir à votre question... Aux forces, si vous pouvez compléter la liste, oui. Mais aussi nous dire si on est quand même en tant qu'AIS, si on est assez fort pour pouvoir, par exemple, économiquement faire face à tous les défis qui se posent. D'abord, on ne sera jamais fort seul. Il faut toujours avoir des partenaires. Mais il faut avoir des partenaires qui vont jouer du gagnant-gagnant avec vous. Il s'agit de mutualiser nos efforts, de faire en sorte que parmi les 3 pays, le Niger par exemple qui a déjà commencé à explorer du pétrole, que le Niger serve de point d'approvisionnement au Burkina et au Mali. Et le Mali et le Burkina et le Niger étant dans la zone des 3 frontières Liptako-Gourma, quand il y a une opération comme ça, au lieu de faire déplacer des forces de Caille ou de Bamako, des forces qui sont aux alentours, il s'agit de les mettre ensemble. Il s'agit de faire en sorte que déjà d'économiser le peu de ressources qu'on a. C'est-à-dire qu'une opération militaire peut coûter le milliard, mais il faudrait analyser, il faudrait voir comment on peut s'en sortir avec le moins qu'on a. Si ça ne suffit pas, on fait appel à nos partenaires, mais les partenaires qui sont fiables, les partenaires que nous respectons. Sinon, on n'aura jamais seul tous les moyens de notre développement. Il s'agit d'avoir, il s'agit de penser comment s'en sortir en se complétant avec les partenaires. Sinon, pour revenir aux forces. Au-delà du tout sécuritaire. Au-delà du tout sécuritaire. Voilà nos forces. Déjà, quand les services de communication, l'ORTM et la révision télévision de Burkina font une mission ensemble pour mutualiser ce qu'ils font. Ça, c'est déjà de très bonnes choses. Quand déjà, il y a un savoir-faire, déjà au niveau de ces 3 pays-là, mais on n'arrive pas, chacun se la joue solo. Quand on mutualise nos efforts dans tous les secteurs, que ce soit le secteur communication, le secteur économique, le secteur industriel, le secteur énergétique, santé, école, on pourra s'en sortir. Et donc, quand il s'agit par exemple de mettre à profit notre atout au niveau de l'UEMOA par exemple, l'UEMOA, comme je l'ai dit tantôt, nous avons 80% de la superficie. Ce n'est pas rien. Et c'est un sous-sol très riche. Et ça, c'est du potentiel à développer par la suite. La population, on a une population très jeune. On a plus de la moitié de la population de l'UEMOA. Donc, il s'agit de nous organiser. Il s'agit de faire en sorte que nos exportations qui font qui vont alimenter l'économie, nous avons une économie en fait extravertie. Nous produisons, nos matières premières sont transformées ailleurs, ça enrichit ailleurs. Il s'agit de se mettre ensemble pour commencer déjà à mettre en place des projets structurants d'industrie, d'industrialisation, d'extraction et tout ce qui s'ensuit, le développement de nos 3 économies de telle sorte qu'on puisse inverser la tendance, faire un développement intra-communautaire, intra-AES, de telle sorte qu'on puisse booster nos 3 économies. Au niveau du commerce, nous importons aujourd'hui plus qu'on ne produit. Déjà, le commerce intra-africain ou intra-CEDEAO ou intra-communautaire peine à dépasser 4 à 5%. Il s'agit de faire en sorte que tout ce que le Burkina peut donner au Mali, qu'on n'aille pas chercher ailleurs. Tout ce que le Mali peut donner au Niger, qu'on n'aille pas chercher ailleurs. Il faut développer les échanges entre les intra-AES. Intra-AES, qu'on puisse booster nos différentes économies. Il faudrait faire en sorte que
Les projets structurants dont il était question tantôt, les gens ont parlé tantôt dans le domaine énergétique, d'aller vers les énergies renouvelables, telles que le solaire. Pourquoi ne pas mutualiser nos économies, nos forces, pour mettre des centrales qui puissent alimenter nos 3 pays? On a parlé tantôt d'énergie nucléaire, des centrales nucléaires. Pourquoi mettre en place une centrale pour un seul pays? Pourquoi ne pas mettre pour les 3 pays? Les transports, il s'agit de désenclaver, que ce soit sur terre, dans les airs et sur le fleuve. Le fleuve Niger relie déjà deux pays et le bassin alimente un peu le Burkina. Il s'agit de développer toutes ces infrastructures-là de telle sorte qu'on puisse développer nos différentes économies. Donc, ça veut dire que nous avons un potentiel énorme. C'est à nous maintenant de mettre ça à profit pour se mettre au travail. Mettre au travail les 3 pays de telle sorte qu'on puisse s'occuper, on puisse s'en occuper. Mais on ne pourra pas seul. Quand on ne peut pas seul, il faut faire recours aux partenaires fiables. D'accord, c'est ce que craignait déjà Dr Tounkara. Et Dr Willy, vous avez quand même soulevé un autre point qui est non négligeable du tout dans l'affaire, en plus en fait des opportunités économiques, des potentialités économiques. Vous avez mis l'accent sur les potentialités culturelles, humaines, socio-culturelles. Alors, en quoi c'est un atout aujourd'hui pour nous? Est-ce que vous dites que nous sommes le même peuple, pratiquement. Est-ce que nous le sommes réellement? Si oui, quel peut être l'apport de ce peuple AES à la concrétisation, justement, de l'AES? Effectivement, nous avons un atout majeur à ce niveau. Et en regardant les 3 pays, nous avons assez de similitudes. Et nous avons une certaine homogénéité. C'est vrai qu'il y a une diversité culturelle, mais en réalité, dans les 3 pays, on se retrouve facilement. Et comme vous le savez, la cohésion sociale passe par là. Et si nous avons certaines valeurs communes, il est plus facile de s'entendre et de se comprendre, de se valoriser, de se respecter. Et dans ce cadre précis, ce facteur peut être un facteur de développement. Et pour la simple raison, et c'est vrai qu'en matière de développement, quand on parle toujours des ressources. Voilà. Et les ressources, c'est les hommes, c'est le matériel et c'est les moyens financiers. Et le plus important, c'est les hommes. C'est vrai que chez nous, quand on parle des ressources, on met l'accent sur les finances, sur les équipements. En réalité, c'est l'homme, en fait, qui doit utiliser, qui génère, comme on dit, ces différentes ressources. C'est l'homme qui est à la base de ces différentes ressources. Et si nous avons des hommes qui se donnent à la tâche, qui sont ensemble, qui ont un même, comme on dit, un même territoire, et qui ont des approches communes, il est plus facile de se mettre d'accord et d'avoir une communion par rapport à un certain nombre d'actes de développement. Et c'est ce qui est déjà visible par rapport à ces 3 pays. Parce que quand nous regardons, nous avons un domaine qui est l'agro-pastoral. Et vous savez, nous on cherche trop loin. Ça, c'est des choses qui sont banales. Et les gens, il faut juste des petits moyens d'accompagnement, des petites actions faisables pour qu'on puisse booster ces différents secteurs. Et nous avons les petites activités, comme on dit, que nous menons dans les différentes communautés, les petits métiers, on les dit souvent, et qui sont négligés. Et c'est vrai que quand on parle de développement, la première chose, on parle tout de suite des industries. C'est normal. Mais nous avons la possibilité d'aller à échelle par rapport à l'industrialisation, avec ce que nous avons, en valorisant ce que nous avons comme patrimoine, comme richesse naturelle au niveau de ces différents pays. En essayant de mettre en commun les différents espaces. Vous savez, il y a l'office du Niger qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter pour ces 3 pays. Et il y en a d'autres dans les différents espaces aussi, comme le Niger et puis le Burkina. En plus de cela, quand on regarde les différentes possibilités qui existent, parce qu'on a plus de besoins dans certains secteurs en termes de transport. Nous savons que nous avons des gros efforts à faire par rapport aux routes, par rapport, comme on dit, à l'espace ferroviaire, par rapport à l'espace aérien. On peut mutualiser les différentes ressources avec le peu de ressources que nous avons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pensons qu'on n'a pas assez de ressources. Le soleil que nous avons, c'est une richesse formidable qu'on peut transformer. Et c'est vrai que nous parlons d'autres sources d'énergie, mais c'est une source d'énergie qu'on peut exploiter. Nous avons de l'espace. Nous avons de l'espace, on peut tout faire. Nous avons de l'eau. 80% du Nous avons de l'eau souterraine. Même les déserts que nous parlons,
avec l'eau souterraine, on peut développer ces déserts. Nous avons les ressources naturelles, les ressources minières que nous avons, comme on dit, à gogo, les bétails à gogo, surtout, comme on dit, sur tous ces territoires. Et ensuite, quand nous regardons ces différents pays, vous allez vous rendre compte que même les habitudes alimentaires, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Mais c'est vrai, quand on dépasse certains territoires, on change un peu, il y a certaines diversités, mais nous avons pratiquement des diversités qui sont similaires partout dans ces trois pays. Et en plus de cela, les trois pays ont en commun l'élément qu'on n'oublie pas, qu'on ne doit pas oublier. Nous sommes dans des situations d'exception avec des hommes d'exception qui sont dans ces différents pays. Et qui ont peut-être une situation historique, qui ont eu la chance peut-être d'être au devant de la scène. Et qui semblent avoir des visions communes. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais on se rend compte que ces différents chefs d'État, ces différents chefs, comme on dit, qui sont dans ces différents pays, ont une certaine vision pour libérer les différents pays. Et c'est très important en matière sécuritaire, en matière de développement et dans tous les secteurs. Et c'est ça le point fort, le mental. Et pratiquement tous ces trois peuples, Burkina, Niger, Mali, ont ce mental fort aujourd'hui. Et ils sont tous soutenus par le peuple. Et c'est ça la base fondamentale. Et qu'on les dise ou pas, ces trois régimes, ces trois, comme on dit, ces trois présidents aujourd'hui sont supportés par leur population. Et c'est ce qui fait leur force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains pensent que c'est des régimes d'exception. Est-ce qu'ils auront, comme on dit, le temps nécessaire pour pouvoir agir? Et je pense qu'ils ont plus de chances de pouvoir réussir, contrairement à ce qu'on imagine. Ils ont plus le temps d'agir, de laisser une continuité plus fiable, contrairement à ce que nous pensons. Parce qu'ils sont dans une logique plus sûre, plus fiable, parce qu'ils se sont débarrassés de certains facteurs qui nous bloquaient. Ils ont déjà balisé un certain nombre de pistes, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends juste la preuve, c'est par rapport à l'armée. Et qui pouvait imaginer aujourd'hui que le Mali pouvait s'équiper, s'armer, se préparer, aller libérer Kidal, ce n'était pas dans la mentalité de beaucoup de Maliens. Certains ne croyaient même pas, ils pensaient que c'était l'utopie. Ils pensaient même que certains, entre guillemets, viromans faisaient de la publicité. Et ils ont vu la réalité, et c'est une réalité parce que c'est nos propres ressources, et c'est parce qu'on a cru, et c'est parce qu'on a voulu se libérer de ce qui se passait dans le temps. Et c'est voilà dans tous les secteurs, même les secteurs, vous allez voir les jours à venir, les mois à venir, tous ces secteurs économiques, ces trois pays vont faire pour se libérer. Le Burkina a commencé déjà avec l'exploitation de l'or, le Mali est déjà dans la même logique, le Niger est déjà dans la même logique. D'accord. Docteur Tounkara, alors vous aviez déjà parlé, vous avez évoqué le fait que bon, on ne peut pas vivre en vase clos, qu'il faut des partenaires. Et Honorable Kone est déjà d'accord avec vous qu'il faut des partenaires, mais des partenaires fiables. Mais quelque chose quand même a retenu mon attention quand Honorable parlait des voies, des transports, il parlait de par air, par terre. Je pensais qu'Honorable allait nous parler de par mer. Déjà, voilà ce qu'on manque cruellement. On n'a pas de débouché, on a ça aussi en commun. Le Mali, le Niger, le Burkina, hein, nous sommes des pays continentaux, pas d'accès à la mer, il n'y a pas de port. Déjà, on peut citer ça comme peut-être économiquement un problème, un handicap. Mais, docteur Tounkara, vous êtes sociologue. Au-delà en fait, des potentialités économiques, là tout de suite, docteur Mollet vient de parler en fait du fait que tous ces régimes d'exception sont dirigés par des hommes d'exception ayant l'adhésion populaire au Mali, au Niger et au Burkina. Mais au-delà de toutes ces forces-là, est-ce que vous voyez des faiblesses dans l'AES? Alors, très rapidement, avant de répondre à la série de faiblesses, il y en a quand même. Je pense qu'une des forces de cette alliance résiderait dans le fait que d'ici à quelques mois, nous allons assister à un commandement commun. C'est extrêmement important parce que si vous prenez un peu le cadre du G5 Sahel, non seulement les armées ne pouvaient pas aller au-delà des 50 km, mais dans le même temps, il y avait quand même des pays comme la Mauritanie qui avaient toujours suscité, enfin, qui étaient toujours méfiants à ce que les actions conjointes soient conduites sur des territoires. Donc pour dire que là, avec l'Alliance, effectivement, il n'y a pas ce sentiment de suspicion ou des clichés qui avaient caractérisé plutôt le G5 Sahel. Maintenant, s'agissant de faiblesses, serait quand on écoute
toutes ces différentes potentialités, on peut nourrir l'espoir. Mais une des insuffisances de ces régimes aujourd'hui qui sont intervenus par des militaires, l'humain il n'est pas touché. Je comprends aisément l'urgence sécuritaire, cette frénésie sécuritaire expliquerait le pourquoi l'humain n'est pas suffisamment touché. Vous prenez par exemple aujourd'hui tous les Burkinabés qui traversent le Mali pour se rendre au Burkina à partir des postes de contrôle comme Bougouni sont quand même rackettés même demain matin. Vous voyez que vous parlez des mêmes peuples. Des mêmes peuples. C'est bien comme intention à lui, mais dans la pratique, ça pose problème. De même également tous les Nigériens qui passent par Ansongo, même demain matin ils vont payer 3000 francs CFA. Les Maliens également qui vont dans le sens inverse sont soumis à ces pratiques très peu orthodoxes de la part d'un certain nombre d'agents de sécurité, même de forces de défense. Donc pour vous dire que c'est là que dans un avenir proche, il n'est pas évident que l'AES parvenait à combler les attentes. L'autre élément important, au-delà des résultats probants qui vont être à coup sûr obtenus par des actions conjointes, les causes structurelles de l'insécurité, qu'on soit au Mali, qu'on soit au Burkina Faso, qu'on soit au Niger, sont des causes qui interrogent à plus d'un titre à la fois l'élite politique, l'élite militaire et même les autorités coutumières. Prenez un peu les questions de stratification sociale dans ce terroir aujourd'hui, on pourra aux attaques terroristes. J'ai l'impression que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, cette ruée vers les autorités coutumières, elle n'est quand même pas nuancée. On oublie que dans la plupart de ces localités, les autorités coutumières, en partie, font partie du problème, justement. Donc, si vous les prenez comme solution, j'ai du mal à les suivre. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que quand on est chef de village, ou quand on est chef de canton, on n'a pas à s'infrauder à un pouvoir. Moi, je suis le village de Bougouni ou d'une autre partie du Mali profond, je n'ai pas à faire les éloges du président Goïta, parce que si je le fais, je dois faire de la même manière pour l'autre candidat de l'opposition ou pour tout citoyen. Donc cette équidistance qui explique la force même des autorités coutumières, elle est hypothéquée aujourd'hui par les autorités militaires, parce que les militaires ont quand même amené les autorités coutumières à être à leur merci, ce qui n'est pas bon pour la sociologie de conflit dans ces localités. Et un autre défi ou une autre faiblesse, quand on regarde un peu dans ces différents États, c'est vrai qu'on connaît à raison de mettre le curseur sur cette dimension de la continuité de l'État. Beaucoup s'interrogent si des élections venaient à être organisées et que des hommes et des femmes qui seraient issus des urnes seraient-ils autant engagés dans cette même dynamique que sont aujourd'hui ces trois militaires à la tête de ces trois pays. Ce sont des craintes effectivement dont il faut le prendre au sérieux, elles sont légitimes. L'autre élément important, si l'on regarde la tentative d'élargissement du partenariat aujourd'hui, avec des pays comme la Russie, ce n'est pas un nouveau partenaire, de même pour la Chine et la Turquie, mais je pense qu'un élément important est quand même un peu mis sur la touche du point de vue sécuritaire. Quelle marge de manœuvre, je prends juste un exemple bidon, quelle marge de manœuvre le Mali, le Burkina et le Niger ont si la Russie venait à ne pas obtempérer les clauses du contrat? Quelle marge de manœuvre nous avons aujourd'hui pour bouter la Russie dehors? Or, pour ce faire, il faut quand même tenir compte de deux éléments. Avoir des médias forts qui peuvent embêter Poutine en Russie, ce qui n'est pas évident, il faut quand même être sûr avec l'analyse, soit avoir une société civile très forte qui pourrait mettre la pression. Ces éléments sont quand même moins... Et je comprends, quand on est aux abois, on ne réfléchit pas autant. Dernier élément, avant de vous donner la parole, ce sont ces questions de duplicité dont certains pays continueraient de faire l'objet, je pense ici à l'Algérie et à la Mauritanie. C'est quand même important. L'alliance a beau être forte, ne serait-ce que pour des réponses militaires. Regardez seulement la position de l'Algérie dans le territoire malien, dans le territoire nigérien.
comment peut-on mener une guerre sans merci contre la nébuleuse terroriste si l'Algérie continuerait à être incomprise? L'autre élément important, si vous regardez un peu toutes ces parties de Nampala aujourd'hui qui sont par moments et par endroits investies par le groupe radicaux violents, si la Mauritanie, on n'arrive pas à l'amener à défaut d'adhérer à l'Alliance, de rester à la limite soucieuse de nos différents efforts en termes de sécurité. Donc pour vous dire que c'est bien d'élargir le partenariat avec tous les États qui sont dans cette dynamique où ça c'est le de gagnant-gagnant, mais dans le même temps, il y a quand même des partenaires à côté. Malheureusement, dans la géopolitique, si vous ne parvenez pas, à défaut de les amener avec vous, vous devez quand même avoir une attitude beaucoup plus clémente à leur égard, sans laquelle attitude, malheureusement, vos différents efforts ont beau être loyables, difficilement, pourraient permettre de combler toutes ces attentes qu'ont aujourd'hui les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens en termes de l'offre et de la demande de sécurité. Donc les défis sont énormes, même si tout laisse croire que dans un avenir proche, les grosses têtes des groupes terroristes peuvent tomber. Mais en ce qui concerne les actions de développement qui doivent sous-tendre l'action militaire, malheureusement, ces actions s'appellent non seulement le longtemps, mais elles sont très chères pour 3 pays extrêmement pauvres et réunis. D'accord. Alors, M. Djiré, les forces, les faiblesses mises côte à côte, qui reste en fait comme défi, en plus du défi sécuritaire qui est quand même déjà là, quel autre défi et surtout, qu'est-ce qui urge à faire selon vous? Merci beaucoup, Monsieur Dissa, pour la question. En fait, oui, vous parlez des défis, mais les défis sont liés aux contraintes et aux opportunités. Et on a déjà développé les contraintes et les opportunités. Le premier défi pour nos pays, c'est de mettre fin à cette insécurité. Parce que l'argument, il est valable, est de dire que parce qu'on est en train de faire la guerre, notre économie ne nous permet pas de supporter autre chose. Et cet argument, il est très lourd. 1 milliard de francs CFA pour mener une opération conjointe, une seule journalière, voilà, c'est que si nous devons faire 7 patrouilles dans la semaine, on est à 8-9 milliards de francs CFA parce qu'il y a des frais additionnels qui vont certainement s'ajouter. Et quand on fait ça, on fait ça sur 1 mois, le budget de l'éducation d'un pays est déjà écoulé. Donc le défi qui est là, c'est de prendre en compte que ces 3 pays ont d'énormes ressources naturelles. Je fais référence au Niger qui a Areva. Je fais référence au pétrole qui est quelque part, mais je ne peux pas le dire à la télé parce que je n'en ai pas la certitude. Voilà. Je fais référence à l'or qui est au Mali, ça je peux le dire, c'est sur toutes les cartes. Je fais référence au bétail, je fais référence aux opportunités d'agriculture. Donc pourquoi pas instaurer ce commerce dans un premier temps, ce commerce équitable, offrir aux pays de l'AES un tarif privilégié par rapport aux autres pays et permettre qu'il y ait du commerce. Ensuite, ces choses-là ne peuvent pas marcher sans les infrastructures qui vont avec. Dr Tunkara est avisé, quand il parle de ce qui se passe aux frontières, ça amène des frustrations. C'est clair. Or, on n'a pas besoin de frustration, on a besoin de rehausser la confiance. Et qu'est-ce qui pourrait rehausser la confiance? Vous avez commencé, c'est une doctrine du célèbre procès guinéen, par air, par mer, par fer et même par terre. Rendons facile l'accès à nos pays. En fait, la coopération, l'intégration, une zone de libre-échange, une zone de commerce fluctuant, une zone d'opération militaire. Et Dr Tunkara et moi, on a la même approche par rapport à ces questions quand il compare au feu G5 Sahel. Le G5 Sahel a été enterré. Moi, dans ma première intervention, j'ai même eu l'audace et le courage politique de parler d'un G3 Sahel. Oui. Et on ne peut pas faire ce G3 Sahel sans la Mauritanie et l'Algérie. Quand les forces qui sont confrontées à notre armée refusent de combattre, elles vont se réfugier où? Elles ne creusent pas un trou pour se cacher sous le sol. Non. Elles vont quelque part. Ils ont une base arrière. Ils ont une base arrière. Et si militairement nous ne pouvons pas les traquer dans cette base arrière, nous devons avoir des alliés. Nanyu gen ukabo, ulubu gen ukado. Ame udonto faga, ulubu boto faga. C'est très logique. Quand on fait la guerre, l'ennemi doit disparaître. C'est le principe de la guerre.
où l'ennemi négocie une paix. Ça aussi, il y a des clauses. Mais s'il y a des pays avec lesquels il n'y a toujours pas de convention, et qui peuvent les recevoir, leur donner des statuts de diplomate, des passeports, de l'argent, ils vont voyager dans le monde, ils vont avoir d'autres alliés, ils vont revenir sous de nouvelles formes. On va traiter la menace pour les 50 prochaines années. Or, nous avons une population extrêmement jeune, dont beaucoup ont moins de $2 par mois. Et nous devons leur garantir une formation. Nous devons leur garantir de l'emploi. Nous devons leur garantir de quoi manger. Nous devons leur garantir des perspectives de développement. Nous devons leur garantir de l'électricité et des infrastructures. Et c'est ça le réel défi. Le curseur, moi, je le mettrai dans un premier temps sur l'apaisement. Prenons le FESPACO, qui est un événement culturel. Docteur Ali Diagalewele, pour qui j'ai un profond respect, a parlé de ce patrimoine culturel. Mais le FESPACO a réussi à s'imposer comme un événement mondial. Et ce sont des initiatives qui rassemblent nos peuples. Il faut qu'on cite aussi le festival sur le Niger. Le festival sur le Niger, j'y venais, monsieur Dissa. D'accord. Exactement. En fait, le FIDA au Niger aussi. Hein, le FIDA. Justement. La photographie à Bamako. Vous voyez, j'ai juste ouvert la boîte de Pandore et tout le monde sur ce plateau est d'accord. Nous devons favoriser l'intégration entre les peuples. Parce qu'il ne faut pas seulement une alliance entre les dirigeants. Mon patron et votre patron peuvent parler la même langue. Mais si vous et moi, on continue de porter le sac de nos patrons et qu'on ne se voit pas, le jour où nos patrons ne seront plus là, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de planification et rien ne va se faire. Donc il faut des projets structurants qui impliquent les populations. Et moi, je pense aussi aux opportunités de création d'emplois. Parce que les causes profondes de l'insécurité, nous les connaissons. L'ennemi est capable de se régénérer dans un recrutement de circonstances. Et il est possible psychologiquement, parce que lorsqu'un citoyen n'a pas suffisamment pour subvenir à ses besoins, pour soutenir sa famille, pour asseoir sa propre dignité, il peut prêter allégeance même à Satan. Alors pourquoi pas prêter allégeance aux terroristes? Alors nous devons préconiser de prêter allégeance à Dieu, au Mali et en l'avenir, qui doit être radieux. Et cela doit se faire par des projets structurants sur le plan de l'informatique, sur le plan de l'agriculture, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la modernisation de l'administration, des échanges de bons et loyaux services, que chacun apprenne de l'autre et qu'on aille vers un perfectionnement et qu'on aille aussi vers des États aussi qui permettent à d'autres de venir avec des économies plus solides. Imaginez si on a maintenant 1 ou 2 ports dans l'Alliance, ça change tout. Donc réduire les exportations, mettre de bons prix sur les importations. 2 ports dans l'Alliance, c'est impossible. On ne peut pas avoir de ports dans l'Alliance. Impossible. C'est possible. Voilà un problème quand même. Vous voyez. Ok. Ça devient compliqué. À moins que vous me permettiez de poser maintenant ma dernière question. Ma dernière question va vers ça justement, monsieur. Voilà. Et vous aurez la parole tout de suite. Hein. Je vais vous donner à chacun 2 minutes. Je ne suis pas pressé de parler, je suis avec de bons amis. D'accord. Et on est pris vraiment par le temps. Je vais vous donner à chacun 2 minutes vraiment pour conclure. Il a soulevé un truc qui est quand même très intéressant. Hein, si l'Alliance pouvait avoir un port et géographiquement, c'est impossible, à moins que l'Alliance ait alors de nouveaux adhérents. Est-ce à exclure si ces autres n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes réalités que l'AIS? On le reconnaît. Merci. 2 minutes. Hein. Merci, monsieur Dissa, pour cette question. Mais juste pour dire, avant même cette question, la question sécuritaire et de défense étant une préoccupation, moi, j'imaginerais que déjà, par exemple, au niveau de l'AES, chacun des pays de l'AES, chacun a sa politique de sécurité et de défense, n'est-ce pas? Qu'on mutualise cette politique-là et qu'on voie déjà avec les différents pays frontaliers avec l'AES, qu'on se mette d'accord avec eux par rapport au principe de non-agression, d'une part, et le principe de non-alimentation des forces hostiles à nous. Et au-delà, maintenant, on fait le point des moyens pour la mise en œuvre de cette politique sécuritaire et de défense-là. Et donc, si donc on peut mettre dans la cagnotte, on le met ensemble. Ce qui nous manque, on va les chercher avec nos partenaires fiables. Et on sort du coup de la CEDEAO? Non, pas du tout.
D'accord. Ça, c'est en attente. Ok. La CEDEAO, qu'elle reste en hibernation. Entre-temps, en hibernation carrément. Nous nous organisons. D'accord. Parce que si elle ne veut pas bouger, nous bougeons. C'est clair. L'UEMOA, si elle ne veut pas bouger, nous bougeons. Sinon, l'éco, si on avait accéléré la mise en place de l'éco, économiquement, financièrement, on n'en serait pas là. Mais il y a certaines forces qui nous tirent vers le bas. Et d'ici là, l'AES, c'est une opportunité pour qu'on s'extirpe de ceci et aller de l'avant. D'accord. Par rapport maintenant à la question... 30 secondes maintenant. Oui. Par rapport maintenant à la question du port. Bon, la Suisse est un pays très très enclavé, mais elle s'en sort très bien. C'était pas indispensable, mais c'est nécessaire. Si on peut faire en sorte que nos amis guinéens s'ajoutent à nous, compte tenu de tout ce qui s'est passé jusque-là, on les salue déjà par rapport à leur soutien pendant la phase embargo. La Guinée et la Mauritanie nous ont beaucoup soutenus, ça on doit leur devoir cela. Mais je ne les sens pas, d'une part, je ne les sens pas de prendre ce train de quête de souveraineté, de quête de s'extirper de la domination de l'Occident pour faire en sorte que nos pays africains puissent se mettre ensemble pour qu'en panafricain qu'on puisse développer nos pays là. Et c'est en se mettant ensemble qu'on peut faire bouger la ligne. Et je salue au passage le Premier ministre du Burkina. J'ai senti à chaque sortie qu'il a, il appelle de ses deux pieds et mains au fédéralisme. Et je ne sens pas le même réflexe chez ses deux homologues. Donc qu'il pousse et j'espère qu'il soit entendu par ses homologues pour qu'on puisse booster ce dossier-là. Et il trouve que ce n'est que le début même, justement. Docteur Ouellet, 2 minutes. Merci beaucoup. Et je disais à l'entame que l'AES est vraiment une grande opportunité pour nos différents pays. Et ce qu'on doit retenir, l'AES est plus attractif aujourd'hui. L'Alliance a plus d'attrait. Et les pays qui nous entourent sont en train de nous courtiser, ils ne vont pas le dire. Les questions de port vont être gérées obligatoirement parce que c'est des lois économiques. Et ceux qui ont le port, c'est nous qui les utilisons. Donc, ils sont obligés de faire en sorte qu'on peut les utiliser. Et je ne me fais même pas de soucis. Et les jours à venir, les choses vont se décanter. Et ensuite, à partir des collaborations, on peut trouver vraiment des accès par rapport à ces différents ports. Et ce que je peux dire de façon spécifique, nous devons faire en sorte que ces 3 pays vraiment travaillent en synergie dans tous les secteurs. Et que ce brassage qui est déjà connu, on puisse les valoriser. Que les différentes communautés continuent à se fréquenter, qu'il y ait cette cohésion vraiment harmonieuse qui est attendue par rapport aux différents pays et que sur tous les axes, on sent ce changement et qui est déjà visible. L'enthousiasme que nous avons, surtout par rapport à la jeunesse, et cette jeunesse que nous avons puisse vraiment émerger parce que nous avons plus d'opportunités de création d'emplois, de pouvoir avancer rapidement par rapport aux différents secteurs que nous avons. Et je demanderai aussi aux plus grandes autorités, aux plus hautes autorités de ces 3 pays, de faire en sorte que nous soyons plus regardants par rapport au renforcement des compétences, comme on dit, de l'homme. C'est-à-dire des compétences humaines que nous avons, de mettre en exergue certaines qualités que nous avons, de renforcer certaines qualités que nous avons, d'utiliser tous les potentiels que nous avons. C'est vrai que nous n'avons pas forcément toutes les ressources humaines, mais les ressources que nous avons, de les utiliser un maximum. Et de faire en sorte qu'on puisse faire ce partage d'expérience entre les différents pays et pour qu'on puisse capitaliser les différentes expériences que nous avons. Merci, Dr Ouellet. Dr Tunkara. Merci pour le dernier mot. Je pense que, objectivement, pour ce qui est de l'offre et la demande de sécurité, l'espoir est permis d'assister à une réduction nette dans la durée de la menace terroriste. Mais quant aux autres sentiers, lorsqu'on est sérieux avec l'analyse, il semble-t-il que des privations et des sacrifices dont les communautés de l'Alliance ont besoin ne sont pas suffisamment consentis par les 3 militaires au pouvoir. Pour preuve, si vous interrogez la justice, vous interrogez l'école, vous interrogez la délivrance des services sociaux de base, vous allez vous rendre compte que ce qui a été reproché au régime précédent issu des urnes en termes de pratiques corruptives, du clientélisme, du népotisme,
ces mêmes pratiques sont observables avec le militaire au pouvoir. L'accès à la pièce d'identité devient plus qu'une question épineuse avec les militaires au pouvoir. La question justement de la justice sociale n'a pas connu un nouveau visage. Et de même également les différents échelons, l'homme rural malien, l'homme rural burkinabé, l'homme rural malien, c'est bien que des efforts soient constatés au niveau de la justice, mais c'est l'homme rural, il ne connaît pas ceux qui ont détourné des milliards. Il veut que quand il va à la mairie, qu'il ait accès à sa carte d'identité. Il veut que quand il sera à l'hôpital Gabriel Touré, que le médecin ne le voit pas comme un marchand. Il veut que quand il est au carrefour, que les policiers ne le voient pas comme une marchandise. Je pense qu'à ce niveau, malheureusement, les militaires au pouvoir, ils ont de la graine à moudre. D'accord. Merci, docteur Tunkara. Monsieur Djiré. Une minute. Ok, merci. Merci. Oui, je ferai une minute parce que je partage déjà tout ce qui a été dit sur ce plateau. J'ajouterai juste à ce que mon père, docteur Koné, a dit, qu'on peut penser aussi au Sénégal. Quand j'ai dit qu'il faut sortir de l'alliance des dirigeants, comme l'est la CEDEAO, et faire une alliance des peuples, le Sénégal connaît bientôt une élection présidentielle. Et approcher le peuple sénégalais qui anticiper avec le peuple sénégalais cette question aussi peut permettre à certains candidats de prendre position, et en prenant position, cela peut se réaliser après leur campagne. Puisque j'ai pris 30 secondes pour répondre à votre question, permettez, M. Dissa, que je prenne aussi 30 secondes pour m'adresser au peuple malien. Je prendrai 30 secondes pour dire à mon peuple, tenez bon. Tenez bon, mais ne vous limitez pas seulement à avoir des représentants qui parlent pour vous à la télé. Ne vous limitez pas seulement à donner votre avis seulement quand vous êtes sollicité. Regroupez-vous dans vos quartiers, dans vos écoles, dans vos rues, dans vos universités, sur vos lieux de travail. Échangez, proposez, mettez des documents, des notes sur pied. Ou sinon, adhérez à des organisations. Mais bougez et faites bouger les lignes. Le Mali de nos rêves ne se fera pas sans vous, et nous ne sommes pas vos porte-parole, mais nous avons besoin de vous tous. Mobilisons-nous, mobilisez-vous. Nous avons besoin de Maliennes et de Maliens engagés. Merci, Monsieur Djiré. Mesdames, Messieurs, c'était l'AIS, Alliance des États du Sahel, force et faiblesse, avec l'honorable Daouda Moussa Koné, vice-président de l'URD, Dr Ali Di Agaliwele, vice-président du BRDM, Dr Ali Tunkara, directeur de CE3S, Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et enfin, Monsieur Moussa Djiré, président de Yurwa 223. Pour ma part, mesdames, messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce politique, le débat, et ma propre contribution serait de vous dire quand même que moi, Nebou Bosigou, en Bessra Masaba Djenye, Masabako, en Bessra Nyede, à Djamfateba. Voilà pourquoi, à la lumière de tout ce qui a été dit, vive l'AIS, mais aussi voyons comment l'élargir, ou alors voyons comment traiter avec au moins les pays limitrophes qui ont accès par exemple à la mer. De toute façon, vive le Mali, vive l'AIS. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.